C'est parti. Alors attendez, je vais. C'est un peu galère avec deux écrans. Bon bah tu me fais signe quand tu veux que je change de slide. Hop. Du coup, je ne vais plus voir vos questions tant que c'est moi qui partage l'écran. Donc Ferhat, il faut que tu gardes la fenêtre de chat en ligne de mire. Oui. Alors, Oui. bienvenue. Vas-y, Asma, je te laisse présenter. Moi, je continue à essayer de partager de mon côté. Okay. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'API économie et comment elle a bouleversé les possibilités de business. Donc, si vous êtes là, c'est que vous savez déjà ce que sont les API. Bon, moi, certains sont avec nous depuis 5 ou 6 semaines. Aujourd'hui, je vais surtout animer et c'est Ferhat qui est expert en API management et qui est architecte ici depuis, il me semble, 14 ans, qui va nous présenter ces nouvelles possibilités business ouvertes par les API. Rapidement, qui on est. Donc, on est un cabinet de conseil et de réalisation en IT. On a 6 expertises, stratégie digitale, architecture SI, cloud DevOps, API management, gestion de projet et data intelligence. On est 20 personnes et on recrute. Donc, si vous êtes candidat, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures autour de ces expertises-là. Et puis, on a certaines particularités, c'est qu'on investit 15 à 20% de notre chiffre d'affaires dans l'innovation, dans notre lab interne, avec des produits tech qu'on lance. Alors, attendez, je crois que vous avez le son, alors que j'ai mis les écouteurs, c'est pas bon. Désolée, Asma, tu m'entends? Non, Asma, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, Asma, on ne t'entend pas. Oui, donc mon côté, on m'entend bien. Je te propose de te reconnecter, de te remettre comme tout à l'heure au début avec tes écouteurs, ça marchait plutôt bien. Désolé pour ces petits soucis techniques. On avait commencé à... Ah, t'es de retour? je ne Asma? sais pas si on m'entend du coup. Oui, on m'entend Là, on maintenant. t'entend, oui. Oui, là, on Bon, bah, t'entend. je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoute, c'est pas grave. Pardonnez-moi, on a beau faire et à chaque fois, on est encore surpris. Donc, je te laisse continuer, peut-être. Alors, tu avais fini de présenter Accetal, tu as parlé des différents clients, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On passe à l'agenda du jour. Donc aujourd'hui, comme disait Asma, on va parler de l'API économie. On va parler essentiellement des acteurs qui rentrent dans le jeu des API, les modèles économiques, et on vous présentera quelques success stories, qu'elles soient, on va dire, internationales ou françaises. Alors,
En introduction, là aussi, on rappelle juste les enjeux qu'on a l'habitude de voir lors des derniers webinaires. Donc, les enjeux des API, l'agilité du SI, le multicanal, la simplification de l'architecture et le dernier qui est l'écosystème et l'innovation. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur ce quatrième point et on va essayer de voir un peu comment les API permettent de créer, d'innover et même de changer complètement l'économie et les cartes et redistribuer les cartes. Donc, on va commencer par les acteurs. Pour simplifier, on peut distinguer trois acteurs essentiels dans l'API économie. Les producteurs, donc ceux qui mettent en place des services, qui gèrent les données. On peut citer les marketplaces qui sont des intermédiaires entre les producteurs et les distributeurs. Et donc le dernier acteur est le distributeur. On va rentrer un peu plus dans le détail en fait de chaque rôle joué par ces acteurs-là. Évidemment, il manque certains acteurs comme tous les éditeurs de solutions d'API management aujourd'hui qui jouent des rôles importants, mais on va dire c'est plus des facilitateurs que des acteurs actifs en fait dans l'API économie. Toujours donc avec ces acteurs-là, on voit ici en fait le fonctionnement de 4 modèles différents. Le premier, c'est celui qu'on a l'habitude de voir un peu en bas à gauche. Donc on a l'entreprise classique avec l'entreprise qui gère le produit de A à Z. Donc l'entreprise crée le service, gère les données, les expose sous forme d'API et distribue aussi donc le produit final à ses clients. Donc là, rien de surprenant. C'est un peu, si on doit donner un exemple, c'est aujourd'hui votre banque classique qui vous donne accès à une application mobile ou à un portail web et via lequel vous faites vos opérations bancaires classiques. Rien de nouveau. Le deuxième point et le deuxième acteur est plutôt le distributeur, donc celui qui va venir seulement créer un produit à partir des services et des API proposés par un autre acteur. On verra tout à l'heure quelques distributeurs assez connus aujourd'hui. Pour les producteurs, donc ça rejoint un peu la partie en fait de l'entreprise classique, sauf que cette fois-ci on ne va pas jusqu'au bout, on va surtout se concentrer sur le produit, les différents produits exposés sous forme d'API et on laisse en fait de la distribution à d'autres acteurs. Un acteur, donc comme je disais tout à l'heure, des intermédiaires, donc des plateformes, des entreprises plateformes, des marketplaces ou des agrégateurs, donc ils se concentrent uniquement sur la création d'API, de services web en fait. Un exemple, celui de Budget Insight qui est assez connu aujourd'hui dans les fintechs françaises. Donc Budget Insight fait quoi? Elle se connecte aux différentes banques, elle agrège les comptes et à partir d'un ensemble de données agrégées, elle les expose sous forme d'API à d'autres sociétés. On pourra revenir là-dessus si le sujet vous intéresse, mais c'est un exemple assez intéressant où en fait on a un acteur qui ne crée pas de données, qui ne crée pas de services à proprement parler, mais qui se contente d'agréger, de remanier, d'enrichir un peu les services des autres et de les proposer à d'autres structures. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur ces différents acteurs en fait et les rôles qu'ils jouent tous. Avant d'aller plus loin, est-ce que Asmat a préparé le sondage? Oui, désolé, du coup, j'avais plus mon micro. Donc, petit sondage, hop, à votre avis, est-ce
Est-ce que l'API économie, elle est réservée aux GAFA et à la FinTech? Vous avez onglet sondage pour répondre. Alors, oui, non, les API, c'est des barrières. Il y a quand même une personne qui dit qu'il faut des budgets conséquents pour être efficace. Oui, en fait, c'est pas entièrement faux, on va dire, mais on va voir ensemble les exemples juste après, beaucoup d'exemples qui montrent justement est-ce que, en fait, la réponse est peut-être oui, spoiler, les API ont fait sauter les barrières. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez. De toute façon, on ne voit pas, personne ne voit qui vote pour quelle, pour quelle réponse. Ok, on a la majorité, en fait, 77% qui nous disent non, les API ont fait sauter les barrières. Donc 15%, aucune idée, c'est pour ça que je suis là. Et une personne qui nous dit qu'il faut des budgets conséquents. Alors, on va voir en fait que effectivement, les API, ça peut représenter des budgets importants, mais c'est uniquement si on les prend, si on se met dans la position d'un producteur. Souvent, quand on parle de l'API économie, on parle des producteurs, on se met dans la place de ceux qui doivent mettre en place des API, mais on oublie qu'il y a aussi les consommateurs des API, les bénéficiaires de ces API, et c'est surtout là la force en fait de l'API économie, c'est qu'on n'est pas obligé d'exposer, de faire que exposer des API, on peut aussi bénéficier de toutes les API de l'écosystème, et c'est surtout ça qui permet aujourd'hui d'innover et d'aller vite. Alors, du coup, avant d'aller plus loin, on est encore un peu avec la casquette producteur. On va regarder les modèles économiques qui permettent aujourd'hui donc aux producteurs de monétiser leurs API, mais aussi aux distributeurs et utilisateurs finaux de tirer bénéfice donc de cette économie des API. On a recensé essentiellement 8 modèles. Il y en a plein d'autres. Il y a des variantes en fait pour chaque modèle, mais les grandes lignes sont là. On va dire le plus simple est celui en fait complètement libre. Donc l'API elle est à disposition de ses utilisateurs complètement gratuitement, sans contrepartie. Donc c'est un modèle surtout adapté aux API on va dire gouvernementales, le secteur public et les API réglementaires. On a ici deux exemples je pense assez connus de tous. La DSP2 qui est donc impose aux banques d'exposer une API aux différents prestataires de services. Et France Connect, qui est un service en fait de gestion d'identité, qui, je crois que si ma mémoire est bonne, ces derniers mois a atteint les 20 millions d'utilisateurs, donc c'est quelque chose d'assez important. Et pour ceux qui ne connaissent pas France Connect, vous permet de connecter quasiment à l'ensemble des services publics avec une seule inscription. Et bien sûr des gestions de consentement, etc. J'entends des bips, Asma, donc n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. Ouais. Pas de souci. Ouais. Le deuxième modèle est celui donc, du modèle en fait, basé sur la donnée. Donc l'API est toujours gratuite, mais par contre, le producteur et le distributeur ont intérêt en fait, on a intérêt dans ces échanges et celui en fait donc du contenu et de l'information. Il y a en fait un principe de win-win où l'utilisateur, donc l'utilisation de l'API bénéficie aux deux, aux producteurs, aux distributeurs. Les exemples les plus courants, les plus connus sont ceux des réseaux sociaux. YouTube a intérêt à ce que le producteur ou plutôt le distributeur produise du contenu et le dépose sur YouTube, et le distributeur pareil en fait il a intérêt à mettre son contenu sur YouTube parce que c'est la plateforme la plus connue, ça lui ramène de la visibilité, etc. C'est comme ça que par exemple Twitter a acquis en 2010 plus de 60% de son contenu via ses API.
Donc, vous êtes je sais pas, sur un site d'information, il y a une information qui vous intéresse, que vous voulez partager avec votre réseau, vous la tweetez, ça crée directement un can tweet dans Twitter, et donc tout le monde est gagnant. Twitter se retrouve avec du contenu enrichi, et donc vous avez de la visibilité, vous fidélisez votre communauté, etc. Donc c'est du win-win. Donc il y a un autre modèle qui est assez simple, en fait, c'est celui de la transaction. Et c'est un modèle très adapté, surtout au monde bancaire. Donc où vous payez, vous payez quand vous effectuez une transaction. La pays la plus connue est Stripe. Vous faites un achat en ligne qui passe par l'API Stripe. Vous payez une commission de 2,9% du montant, plus 30 centimes de frais à chaque transaction. Vous ne faites pas de transaction, vous ne payez absolument rien. Donc, c'est uniquement à la transaction. Et on va voir qu'une petite différence avec le modèle par appel, c'est que dans une transaction, on peut faire 2-3 appels pour finaliser une transaction de bout en bout. Donc, le modèle par appel, et donc celui-ci, c'est un modèle assez simple. Pour chaque appel, vous êtes facturé. On a des exemples comme Mailchimp qui permet en fait d'envoyer des mails en masse. Donc quelque chose d'assez simple. On peut aussi citer le Amazon Web Service. Un autre modèle est celui de l'abonnement. Donc assez simple. Vous avez un abonnement mensuel, annuel, et ça vous donne un certain quota pour appeler donc le service distant. Et le meilleur exemple, c'est celui de Salesforce qui tire 50% de ses revenus donc grâce aux API. Une petite remarque Oui. par rapport à la question qu'on avait juste avant sur les GAFA, les FinTech et les budgets. C'est vrai que là, on donne que des exemples de très grosses boîtes, mais c'est aussi parce que c'est des exemples que vous connaissez, donc des produits que vous utilisez. Les Stripe, les banking, Salesforce, AWS, on connaît tous, mais ça ne veut pas dire, donc je pense qu'on va y revenir, que justement c'est réservé aux gros budgets et aux grands champions qui ont un peu dominé l'économie aujourd'hui. Oui, effectivement, là, on donne des exemples pour chaque modèle, mais tout à la fin, on parlera aussi de quelques success stories qui sont peut-être un peu moins connus au niveau mondial, mais qui sont de vrais exemples concrets et donc qui vous permettent aussi de vous projeter un petit peu dans ce monde hors GAFA. Un autre, donc, encore une fois, un GAFA. Donc, ici, on a l'exemple de Google Maps avec le modèle freemium. Donc, l'API est gratuite jusqu'à un certain niveau. Et si je me rappelle bien, c'est jusqu'à 22 000 appels gratuits. Et ensuite, vous commencez à payer. D'ailleurs, il y a 2-3 ans, Google avait augmenté ses prix. Ça fait pas mal de bruit parce que des millions d'utilisateurs sont dépendants de cette application, de cette API. Et on va voir un peu plus loin, en fait, comment Google Maps est utilisé pour innover, et proposer des nouveaux usages. Un autre modèle est celui du partage de revenus. Donc, c'est un modèle qui encourage la co-création et la co-innovation. Pour être plus concret, l'exemple est celui de Google AdSense, donc qui permet aux distributeurs, qui permet à Google de vendre de la pub et aux distributeurs en fait de tirer parti de son audience avec ses pubs. Donc là aussi, c'est du partage. Google facture par exemple 30 centimes l'affichage d'une pub. Sur les 30 centimes, je dis n'importe quoi, 10 centimes sont reversés au distributeur, 20 centimes sont gardés chez Google. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas
c'est pas un secret si Google et Facebook dominent le marché de la publicité en ligne, c'est parce que justement ils ont APIisé tout ça, ils ont automatisé, démocratisé l'utilisation de ce genre de services. Le dernier modèle important est celui de l'affiliation ou du cashback, quelque chose qui a toujours existé avant même les API. Tout le monde, peut-être, enfin tout le monde, beaucoup, en tout cas Amazon Affiliate est très connu pour ça. Donc il vous permet vous avez un site e-commerce, vous voulez vendre des produits, vous mettez des liens Amazon et vous êtes redirigé, enfin l'utilisateur est redirigé vers le site d'Amazon. Si il achète sur Amazon, vous touchez une partie en fait du prix du produit. Juste parce que vous avez ramené des utilisateurs, des nouveaux clients à Amazon. On peut aussi parler d'Expedia qui tire 90% de ses revenus avec ce réseau d'affiliation. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, 2 milliards de dollars par an grâce donc à l'affiliation et aux API. Alors, on a assez vraiment avancé. Je ne sais pas si est-ce qu'on est dans les temps, ça va. Ça nous laissera un peu de temps pour échanger. Un autre sondage. Asma, tu veux bien prendre. Tu l'as poussé? Oui, j'ai envoyé le sondage. Normalement, vous le voyez. Dites-moi si vous ne le voyez pas. Alors, est-ce que vous voyez des obstacles à l'utilisation de l'écosystème API pour innover? Tout à l'heure, pendant que tu parlais, Ferhat, oui. tous ces géants qui nous paraissent trop loin, en fait, il y a des exemples qu'on connaît bien. Par exemple, ici, chez nous, on a des API. Bon, moi, je suis passionnée d'immobilier et Se Loger, par exemple, fournit une API qui permet d'accéder à toutes leurs données géographiques, de loyer, de machin, de prix et de faire des choses pour essayer d'innover sur le marché de l'immobilier. D'ailleurs, ça s'est fait. Je n'ai pas les noms là en tête de ceux qui utilisaient spécifiquement l'API de Se Loger. Pareil, sur les questions de géographie. Google Maps a été utilisé par des startups. Donc, je ne sais pas, Ferhat, si tu as les noms précis en tête. Moi, j'ai les noms, mais je ne sais plus qui a utilisé quoi, parce que je mélange un petit peu. Je sais qu'il y a d'autres API de cartographie aussi qui sont soit publics, soit en premium. Alors, il y a un service, j'ai oublié le nom, mais qui est gratuit, qui a été utilisé justement après la polémique qu'il y a eu il y a 2-3 ans, quand Google a augmenté ses prix. Donc, tout le monde s'est retourné vers cette plateforme. Peut-être que l'un des participants saura nous donner le nom. Mais oui, effectivement, il y a des alternatives. Mais aujourd'hui, Google Maps est loin devant et il domine complètement le marché. On arrivera tout à l'heure justement à... J'ai prévu un exemple sur Google Maps qui est celui d'Uber, qui est assez connu. On peut aussi parler d'Airbnb je ne sais pas si la plateforme a évolué, mais il y a quelques temps, on voyait deux parties. Une partie, en fait, la liste des biens disponibles sous forme de liste, et de l'autre côté de l'écran, on a là une map qui nous donne donc les biens selon leur géolocalisation. Donc, c'est les exemples les plus connus, mais on reviendra là-dessus. Alors, du coup, pour le sondage, on voit qu'il y a donc 27% des participants. Je ne vois pas d'obstacle. Je réfléchis à me lancer. 27% qui disent que l'obstacle, c'est la sécurité et la confiance. 27% encore le modèle économique et 18% je ne vois pas d'obstacle et nous utilisons déjà les API. Donc voilà, c'est assez équilibré en fait au final. Mais on pourra peut-être après la fin de la séance donner la main à ceux qui veulent nous donner leur témoignage. Que ce soit sur la partie la sécurité, la confiance, c'est un élément assez important. Je pense que il y a des questions de RGPD, de transparence qui ne sont pas aujourd'hui bien évoquées, du moins
les sociétés qui utilisent les API. Souvent, l'utilisateur ne sait pas que sa donnée est envoyée chez un autre fournisseur pour traitement. Et ça me semble un peu problématique, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui, mais effectivement, ça peut être un vrai sujet. Du coup... Il y a une question sur l'API de Se Loger. Aux dernières nouvelles, elle l'était. Maintenant, comme vous m'avez posé la question, j'ai regardé, j'ai vu j'ai juste trouvé une info sur un problème en 2019, mais je n'ai rien trouvé d'officiel. Après, on peut vérifier. Ouais. Julien qui nous dit consentement client. Effectivement, on est censé demander le consentement au client, mais c'est jamais le cas. En tout cas, j'ai essayé, dans les exemples qu'on va montrer dans quelques minutes, j'ai déjà utilisé certains services, et il n'y en a pas un qui me demande mon consentement, qui me dit par exemple que mon compte est géré chez un fournisseur en fait, ou un producteur, alors que c'est censé être oui. Oui, avec des SP2, effectivement, on voit le consentement, mais tout le monde n'utilise pas des SP2, et tout le monde n'est pas transparent sur le fonctionnement en fait qu'il y a derrière. Alors, on va revenir sur cette partie-là un peu plus loin. Donc, les success stories de l'API Economy. Donc, j'avais parlé déjà pourquoi s'appuyer sur les API de l'écosystème. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une API pour tout. Il y a quelques années, Steve Jobs disait qu'il y avait une app pour tout, mais aujourd'hui, il y a surtout une API pour tout. Et c'est ça la force en fait de cet écosystème, c'est que avec ça, vous avez la possibilité d'aller vite, de réduire le time to market. Là où avant, quand on avait un produit à construire, il fallait construire de A à Z. Donc, tout faire sur place. Et c'est pour ça aussi que les projets, il y a quelques années, duraient 2-3 ans. C'était un peu normal quand tu as un projet prenait autant de temps. Aujourd'hui, un projet qui dépasse les 6 mois, ça commence déjà à faire un peu bizarre. Les API permettent aussi donc, de tester rapidement des nouvelles idées et d'apprendre. Donc, quand vous avez plusieurs fournisseurs, je ne sais pas, par exemple, Google, GCP, AWS et Azure, tous ces services-là, vous pouvez les tester assez rapidement. Donc, c'est quand même intéressant. Ça permet aussi d'apprendre des nouvelles choses. Ça permet d'accéder surtout à une expertise. Je pense que c'est l'un des points les plus importants. C'est que j'ai en tête un exemple. Vous voulez faire une application de gestion de notes de frais. Sans les API, vous êtes obligé de développer d'abord un OCR pour aller pour extraire les données à partir d'une photo, par exemple. Rien que ça vous demande des mois et des mois de travail. Ensuite, vous travaillez sur votre application, sur la communication, sur le marketing, etc. Là, aujourd'hui, grâce aux API qui existent, vous faites appel à une API dédiée à ça. En une journée, vous avez déjà votre OCR qui tourne et vous vous focalisez sur le développement de votre application. Et tout ça, bien sûr, dans un seul objectif, et celui d'accélérer l'innovation. Donc là, vous l'avez compris, on se positionne plutôt du point de vue distributeur, donc développeur d'applications en fait, ou consommateur d'API. Et c'est ça qui est intéressant. On parlait tout à l'heure des consommateurs, des acteurs qui ont fait leur succès qui ont connu un succès grâce aux API. Le plus connu, c'est celui d'Uber en fait. Donc, quand vous utilisez Uber, vous lancez votre application, vous êtes géolocalisé, les conducteurs sont géolocalisés, tout ça grâce à l'API de Google Maps. Et comme on voit en fait ici, Google Maps se concentre sur son expertise autour de la géolocalisation. Uber, lui, se concentre sur quoi? Sur l'UX, sur l'acquisition client, sur la relation client. Vous faites une réclamation chez Uber, vous êtes remboursé tout de suite. Donc, ça fait partie en fait des forces de ces acteurs-là, c'est qu'ils se concentrent sur toute la partie en fait gestion de la relation client. Les résultats sont assez bluffants. Donc, tout le monde connaît Uber. Aujourd'hui, c'est valorisé à plus de 100 millions.
Rien que sur l'année 2018, Uber a payé 58 millions de dollars à Google. Donc, l'API Google Maps, ça rapporte assez. Et au point que Uber avait investi 500 millions de dollars pour donc, se passer de ce service-là. Je ne sais pas depuis est-ce que ça a donné quelque chose, mais ils avaient ce projet-là pour faire leur propre carte donc à la Google Maps. Un autre exemple qui fait du bruit en ce moment est celui de Clubhouse. Donc, c'est le réseau social de ces dernières semaines, voire ces derniers mois. L'application a été créée apparemment en une semaine, si on croit les informations qui circulent. Et tout ça parce que toute la partie en fait streaming, toute la partie back-end en fait est gérée par une API d'un acteur chinois qui s'appelle Agora. Et donc Clubhouse s'est concentré sur sa stratégie marketing qui est juste un phénomène. Donc ils ont réussi à créer le buzz en rien de temps. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 12 millions environ, ils sont déjà valorisés à plus d'1 milliard, alors que ça fait seulement 2-3 mois que l'application existe. Donc c'est assez bluffant. Et si on parle tout à l'heure des éléments de sécurité, de confiance, c'est un très bon exemple parce que à aucun moment Clubhouse ne vous dit que vos données sont envoyées en Chine et sont donc et les lois chinoises s'appliquent donc sur ces données-là. Donc malgré le RGPD, tout ce qu'on veut, les informations ne sont pas communiquées ou du moins elles sont cachées à un endroit où on ne peut pas les voir. Parfois, c'est dans les conditions générales, mais bon, qui les lit, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc là, je vous donne un exemple sur Trezor, qui est pour le coup plutôt un producteur. Et pourquoi je donne cet exemple? Parce que derrière, ça va nous permettre de comprendre, de rentrer un peu dans le monde des fintech et de comprendre les distributeurs en fait, qui bénéficient de ce service-là. Il y a quelques temps, pour créer une banque, déjà c'était très compliqué, et même celui qui ose rêver de le faire, il passe des années à essayer d'avoir une licence. Très compliqué, beaucoup de contraintes, et donc c'était quelque chose, un mur devant tout le monde qui freinait en fait, qui freinait tout le monde. Aujourd'hui, avec cette plateforme, donc Banking as a Service, vous avez la possibilité de bénéficier de l'ensemble des briques en fait d'un distributeur, d'un acteur bancaire sous forme d'API. Donc là, le business model est assez simple, tout est APIisé, vous vous connectez à ces API de Trezor, qui est un acteur français racheté il y a quelques temps par Société Générale, mais il y en a plein d'autres. On peut citer Fidor que Julien doit bien connaître, parce que du coup c'est une solution qui a été à la base, qui a été rachetée par BPCE, puis on revendu, je ne sais plus à quel acteur, mais à un moment c'était assez à la mode ce genre d'acteur. Et donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est une application donc Banking as a Service qui a permis l'explosion du nombre de fintech en France. Il y a à peu près 70 fintech en fait qui utilisent déjà ce service-là. Parmi elles, on cite Conto, Lydia, Swile, Shine et plein d'autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est des captures d'écran que j'ai récupérées du site de Trezor. Comme vous voyez ici, il donne le time to market donc de chaque acteur. Vous voyez ici donc Conto qui est une néobanque B2B pour les professionnels, les indépendants et les petites entreprises. Ils ont mis 6 mois pour sortir leur solution, ce qui est quand même assez bluffant, parce qu'aujourd'hui, pour faire toute une banque en 6 mois, il faut y aller. Ce qu'on dit ici, c'est que Conto aujourd'hui revendique 120 000 utilisateurs et a levé ces derniers temps plus de 130 millions. Je ne sais plus si c'est une licorne, mais c'est pas loin.
En parallèle de ça, on a aussi Lydia, qui est une néobanque, surtout pour les jeunes de 18 à 30 ans, et une application de paiement assez connue en France. Elle a été créée je crois, en 2017 et elle revendique déjà 4 millions d'utilisateurs. C'est assez impressionnant. On peut parler de Swile, qui à la base gérait les tickets restaurants et permet, en fait, avec une carte bancaire, entre guillemets, permet de payer, en fait, ça remplace les tickets restaurants classiques, de digital. En fait, ils ont digitalisé les tickets resto et ils utilisent donc les briques de Trésor. Un exemple assez frappant, c'est celui de Shine. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de cette startup, elle a été créée en 2017, si ma mémoire est bonne. En 2-3 ans, ils ont atteint 100 000 utilisateurs et surtout, ils ont été rachetés par la Société Générale pour 100 millions d'euros. Donc là aussi, arriver à faire une entreprise ou une néobanque en 2-3 ans et arriver à la valoriser à 100 millions, je pense que ça n'aurait pas été possible si cette brique d'API, en fait, donc proposée par Trésor, n'aurait pas existé. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que du coup on a des questions? Des questions? Alors juste, je reviens juste du coup sur la partie consentement, parce que du coup je vois les questions. Là aussi, je me suis amusé à regarder ce que disent les 4 acteurs sur l'utilisation de Trésor. Je crois qu'il n'y a que Lydia qui le met en avant, enfin qui le dit clairement sur le site. Les autres, il faut vraiment chercher. Enfin, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je précise aussi que Conto, au bout de quelques années d'utilisation de ce service-là, de Trésor, ils sont en train de développer leur propre core banking, donc pour sortir de Trésor. Ça aussi, c'est l'une des stratégies peut-être qu'il faut envisager avec les API. Vous les utilisez au début, vous faites votre produit, le jour où vous êtes sûr de votre produit, vous êtes sûr que ça marche, vous travaillez la partie optimisation, parce que si le modèle économique ne vous convient pas, ben là, vous avez la possibilité de changer. Mais voilà, ça permet déjà de vérifier qu'il y a un market fit, vous avez votre produit, vous avez vos consommateurs, vos clients, et à partir de là, vous travaillez la partie optimisation et modèle économique. Donc, en un mot, les API ont contribué à faire sauter les coûts d'entrée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez des exemples desquels on n'a pas parlé. Vous pouvez aussi prendre la parole, il suffit de nous faire signe. Aujourd'hui, c'est un peu calme, parfois c'est plus animé. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, audio, vidéo, écrit, question. Mais voilà, notre parti pris, c'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a quand même un peu de parti pris, je dirais, mais enfin, on parle de pure technique, mais il y a quand même un parti pris à dire que les API font sauter les barrières, parce qu'on peut toujours dire mais qu'il y a d'autres barrières et on peut toujours débattre de ça. En tout cas, sur le plan purement technique, c'est vrai que Ferhat, tu as parlé de Swile, tu as écrit 3 mois time to market, c'est peu, c'est vraiment peu. Et du coup, c'est assez paradoxal parce que c'est des produits tech, mais comme tu disais, Ferhat, ils vont tout concentrer sur le marketing. C'est ça. Vous avez une question? Oui, il y a une question. Comment penser la phase MPF et développement API? De Nathalie Ferhat. Alors, le MPF, désolé, je ne vois pas ce que c'est. Est-ce que... un acronyme que je ne reconnais pas non plus, j'avoue. Oui. Tu peux parler développement API le temps que Nathalie nous réponde. Minimum Viable Product, peut-être? MVP, peut-être? Ah oui, Product Market. Product Market, oui, pardon. Oui. Alors, comment penser en fait, là, on est sur un produit quasiment classique. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je parlais du market fit. C'était surtout pour dire que on utilise les API existantes, on profite
de l'écosystème pour trouver son market fit, en parlant du produit final qu'on propose au client, pour ensuite essayer d'optimiser le business model. Maintenant, pour le market fit de l'API elle-même, si vous proposez une API, ça devient un produit normal. Donc son product market fit, c'est l'utilisation de votre API le jour où vous avez suffisamment de clients qui utilisent votre API, c'est que vous avez trouvé votre product market fit. Donc, pour le coup, ça ne change pas d'un produit classique. Est-ce que ça répond à votre question, Nathalie? Comment penser la phase Product Market Fit et développement API? D'accord, merci. Donc, ça répond à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, si vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas, des désaccords, des polémiques, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour une fois qu'on finit tôt, d'habitude on finit plus tard. Écoute, pour une fois on va arrêter dans les temps. Il est 14h15, donc j'espère que ça a été utile, que ça vous a appris un minimum de choses. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous. Ça nous permettra de travailler nos sujets. Donc, merci à tous d'être là. Et merci beaucoup, à très bientôt, dans 15 jours. Ouais. Oui, Julien, on envoie le support, ça marche. Et on vous annonce en avant-première un autre sujet sur les API dans 15 jours avec Julien Bichon, qui est spécialiste API et API économie chez Natixis. Donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt, merci beaucoup, bonne journée. Oui, pour le support, ok, on envoie. À bientôt, au revoir.